Dans une série d'attaques précises, l'Ukraine vient de tailler plusieurs corridors en Russie, en paralysant le bouclier aérien de Poutine qui protège ses ressources pétrolières les plus précieuses. Ces attaques ouvrent la voie à de futures frappes contre les ressources énergétiques de la Russie. Et le message à Poutine est simple. Nous ne croyons pas que vous arrêterez d'attaquer notre infrastructure, et nous sommes prêts à riposter lorsque vous rompez votre cessez-le-feu. Le 24 mars, Euromaidan Press a révélé tous les détails de la brillante stratégie de l'Ukraine avant que le cessez-le-feu sur l'infrastructure énergétique ne soit entièrement ratifié. L'Ukraine a saisi l'occasion pour maximiser les dégâts sur l'infrastructure critique de la Russie, en effectuant les dernières frappes opportunes, a déclaré le média. Ces frappes opportunes étaient toutes concentrées sur une chose, les défenses aériennes, sur lesquelles Poutine compte pour sécuriser l'infrastructure clé et les ressources pétrolières de la Russie. Lorsque le président russe Vladimir Poutine a parlé au président américain Donald Trump le 18 mars, il a fait une offre. La Russie arrêterait d'attaquer l'infrastructure énergétique de l'Ukraine pendant 30 jours, tant que l'Ukraine promettait de faire de même. Ce cessez-le-feu n'a pas été aussi immédiat que Poutine l'avait initialement prétendu. Et donc, l'Ukraine a passé les derniers jours à détruire un réseau de défense aérienne soigneusement configuré. Et cela a commencé dans l'oblast de Belgorod des Russes. Situé près de la frontière entre l'Ukraine et la Russie, Belgorod a été le centre de plusieurs attaques ukrainiennes dans le passé. Aussi récemment que le 18 mars, le jour même où Poutine a accepté un cessez-le-feu avec Trump. L'Ukraine a lancé une attaque transfrontalière dans l'oblast, qui impliquait 200 soldats et 5 chars. La Russie prétend qu'elle a repoussé cette attaque. Cependant, elle n'a pas pu empêcher la première brèche dévastatrice de l'Ukraine dans son bouclier aérien. La première attaque de l'Ukraine a vu l'utilisation de drones à vue à la première personne, ou drones vus à la première personne pour décimer 4 des systèmes Pantsir 1 de la Russie dans le territoire frontalier. C'est une énorme perte pour Poutine. Chacun de ces systèmes de missiles est estimé à environ 15 millions pour la Russie, ce qui signifie que Poutine a perdu un équipement d'une valeur de 60 millions. En un clin d'œil grâce à l'assaut initial de l'Ukraine sur Belgorod. Bien que cette perte monétaire pâlit en comparaison de la perte des capacités des 4 Pantsir 100. Chacun est un système de lancement de roquettes multiples, mobiles et basés au sol, ou système de lancement de roquettes multiples qui tirent des missiles solaires contre des cibles, y compris des drones, des missiles entrants et même des avions. Il est en service depuis 2003 et a une portée qui varie entre 12,4 et 24,8 miles selon la variante S1. Le système de lancement de roquettes multiples utilise également un radar à semi-conducteur, lui permettant de suivre jusqu'à 20 cibles sur une portée allant jusqu'à 22,3 miles. Après avoir trouvé des cibles appropriées, le Pantsir 100 peut tirer une salve de missiles depuis un véhicule lanceur. Typiquement 57 missiles E6, qui peuvent engager 4 cibles simultanément, et transporter une ogive à fragmentation de 44 livres, qui est suffisamment puissante pour déchiqueter presque n'importe quelle cible aérienne en 30. 4 de ces systèmes ensemble ont la capacité de lancer des dizaines de roquettes, impactant massivement la capacité de l'Ukraine à mener des frappes aériennes. Maintenant, ces 4 systèmes Pantsir S1 sont en lambeaux, victimes d'un essaim de drones trop grand pour qu'ils puissent l'éliminer. Mais l'Ukraine ne faisait que commencer. L'élimination des 4 lanceurs Pantsir 100 à Belgorod a ouvert la porte à la deuxième étape de son assaut multi-étape sur le bouclier aérien de la Russie. Éliminant un système de guerre électronique Niobium SV. Parmi les systèmes radars les plus récents de la Russie, le Niobium SV est capable de détecter des cibles aériennes et balistiques. Il a une portée de détection allant jusqu'à 248 miles et peut suivre des objets à une hauteur de 24,8 miles, ce qui en fait le choix parfait pour intercepter les avions, drones et missiles entrants. Le système communique toutes les informations qu'il obtient de son radar aux systèmes anti-aériens de la Russie, ce qui en fait un élément vital du bouclier aérien russe. Sans ce radar, le Pantsir S1 et les autres défenses aériennes de la Russie n'ont pas de système d'alerte précoce. Ils doivent compter sur leur propre système de ciblage, qui ont des portées beaucoup plus courtes, et donnent donc moins de temps au système pour réagir à une menace entrante. Sur le front de la guerre électronique, le Niobium SV est également capable d'envoyer des signaux de brouillage aux drones et missiles entrants. Ces signaux perturbent le système de ciblage des drones ou missiles, pouvant les dévier de leur trajectoire. L'écart créé par l'Ukraine avec ses frappes Pantsir S1 a permis d'envoyer une horde concentrée de drones vus à la première personne contre un Niobium SV à Belgorod. Ce système a probablement essayé de communiquer les coordonnées de la horde à ses défenses aériennes maintenant détruites. Cependant,
Ces contre-mesures de guerre électronique étaient inefficaces, ce qui a conduit aux échecs répétés illustrés dans cette vidéo. Une frappe réussie par l'Ukraine. Si les efforts de l'Ukraine se limitaient à ces deux systèmes, cela aurait quand même suffi pour ouvrir de futures opportunités de frappe à Belgorod. Mais les forces du président ukrainien Volodymyr Zelensky étaient loin d'en avoir fini. La prochaine cible du bouclier aérien russe a été laissée pratiquement sans défense suite à la destruction du Niobim SB, un dépôt de munitions alimentant les systèmes de défense aérienne S-300 et S-400 de la Russie. Les deux ont posé des défis significatifs à la défense de l'Ukraine tout au long des 3 années de l'invasion de Poutine. Le S-300 pose problème car il est nombreux plutôt qu'avancé. Comme le Pantsir S-1, le S-300 est un système de lancement de roquettes multiples mobiles capable d'intercepter des drones, des missiles et certains avions. Il tire des missiles solaires avec différentes variantes de l'arme, ayant des portées entre 15,5 et 62 miles. C'est aussi l'un des plus vieux systèmes de défense aérienne de l'arsenal de Poutine, entré en service en 1978. Même ainsi, le coût d'exportation d'une seule batterie en 2010 était entre 120 millions et 150 millions de dollars. Les coûts peuvent être plus bas pour la Russie lorsqu'elle se fournit elle-même, mais néanmoins, toute attaque contre un S-300 risque de coûter à la Russie près de 100 millions de dollars. Le S-400 est le plus moderne et de loin le plus dangereux des deux systèmes d'armes. Il est capable de tirer 4 types de missiles, avec la portée massive de 248 miles du 40N6U. Cela en fait un excellent choix pour éliminer des essaims de drones ou des salves de missiles à distance. Il est également très mobile, le système étant également composé de plusieurs conteneurs, pouvant contenir et lancer 4 missiles à la fois. Il faut seulement 10 minutes à la Russie pour déployer et préparer le système pour un lancement, qui est transporté par un bureau d'administration et de soutien 6x6. 6402 camions de 15 tonnes, ce qui en fait une menace très mobile et dangereuse pour l'Ukraine. En tant que le plus récent des deux, on estime que le S-400 coûte environ 500 millions à la Russie, pour une batterie complète et des missiles de réserve. L'Ukraine n'a éliminé aucune de ses armes anti-aériennes lors de sa 3e frappe. Au lieu de cela, elle a touché une cible qui était beaucoup moins capable de se défendre. Les stocks de munitions que la Russie avait pour ses S-300 et S-400 à Belgorod, un dépôt de stockage a pris feu, emportant probablement des dizaines de missiles avec lui. C'était une attaque extrêmement intelligente. Plutôt que de risquer de voir son drone abattu à cause d'une attaque directe sur les S-300 et S-400 de la Russie, l'Ukraine a éliminé les munitions. Ces systèmes d'armes doivent être efficaces. Il a obtenu des résultats similaires à une frappe réussie sur les systèmes anti-aériens S-300 de Belgorod en Russie et les S-4. Des centaines sont maintenant pratiquement inutiles jusqu'à ce que Poutine trouve un moyen d'envoyer plus de missiles pour leur stock. Éliminer ces stocks maintenant signifie que l'Ukraine peut cibler l'arrière profond des lignes de front de la guerre en Ukraine, sans craindre d'interception. Belgorod est devenu plus vulnérable, ce qui laisse présager une augmentation des frappes aériennes contre les cibles au sol et l'infrastructure énergétique de la région. Si Poutine ne respecte pas sa promesse de cesser le feu. Quant aux lignes de front, l'Ukraine n'a pas limité son assaut sur le bouclier aérien de la Russie à Belgorod. Sa 4e attaque s'est concentrée sur Zaporijia, l'un des principaux champs de bataille de la première invasion de l'Ukraine par Poutine. Zaporijia abrite l'une des centrales nucléaires de l'Ukraine. La Russie contrôle cette station depuis mars. En 2022, des inquiétudes ont été exprimées quant au risque de provoquer une crise nucléaire. Avec son bombardement répété de la ville pendant les premières semaines de l'invasion, l'Ukraine veut récupérer Zaporijia. Cependant, avant de pouvoir envisager de prendre la ville, elle devait détruire les systèmes de défense aérienne, entravant sa capacité à mener des frappes futures. La 4e étape de la décimation par l'Ukraine du bouclier aérien russe a vu la destruction d'au moins un lanceur Buk M3 stationné à Zaporijia, ainsi que du système de guerre électronique qui soutenait le lanceur. Classifié comme un système de missiles solaires ou surface à air missiles de portée moyenne, le Buk M3, surnommé Viking, est une version modernisée des lanceurs de missiles Buk M2 russes. Une seule batterie est capable de suivre jusqu'à 36 cibles simultanément, ce qui en fait un autre bon choix pour faire face aux essaims de drones et aux missiles entrants. Et il tire le missile avancé 9 R31000 qui est résistant au brouillage électronique et peut abattre la plupart des cibles dans le ciel. Fait remarquable, Army Recognition rapporte que le Buk M3 a atteint une probabilité de destruction de cible de 0.99, suggérant que le système est très précis et absolument mortel.
Les statistiques semblent le confirmer. La Russie prétend. Le système peut suivre et atteindre des cibles se déplaçant à des vitesses allant jusqu'à 6710 mph, sur des distances allant jusqu'à 43 miles. Rien de tout cela ne semblait aider. À Zaporizhia, en Ukraine, a probablement envoyé un essaim massif de drones qui a submergé les systèmes de ciblage du Buk M3. Pouvoir suivre jusqu'à 36 cibles est peu significatif quand des dizaines d'autres peuvent empiéter sur votre position. Et avec ses capacités de guerre électronique également neutralisées, le Buk M3 de Zaporizhia est devenu une cible facile pour l'assaut du bouclier aérien de l'Ukraine. Un autre élément essentiel du bouclier a été détruit, mais l'Ukraine n'avait pas encore terminé. S'appuyant sur son succès à Zaporizhia, l'Ukraine a tourné son attention vers les défenses aériennes russes en Crimée. Cette région est sous occupation russe depuis 2014 et offre aux forces de Poutine une voie d'entrée en Ukraine via la mer Noire. Cependant, c'est la mer Noire qui a finalement prouvé la perte du bouclier aérien de la Crimée russe lors de la 5e et la plus impressionnante des attaques ukrainiennes. Avec des drones navals, l'Ukraine a guidé ses navires sans équipage pour atteindre ses cibles en Crimée. Une fois à portée, les drones navals ont déchaîné des hordes de drones kamikazes aériens qui se sont concentrés sur plusieurs cibles. Parmi eux se trouvaient 2 S-300 systèmes de lancement de roquettes multiples, ce qui coûte à la Russie 100 millions pièces. Ainsi qu'un trio de systèmes Pantsir-5 pour porter le total de l'Ukraine à 7 détruits, dans son assaut multi-étape contre le bouclier aérien russe. 2 autres systèmes de guerre électronique Niobeam SV sont également tombés sous les attaques de drones kamikazes de l'Ukraine, détruisant la capacité des défenses aériennes russes à suivre et à brouiller les menaces aériennes entrantes. Mais peut-être plus impressionnant encore, l'assaut de l'Ukraine en Crimée a également abattu un hélicoptère russe Mi-8. Le Mi-8 devient une cible courante pour l'Ukraine. Le 24 mars, il en a abattu 2, ainsi qu'une paire d'hélicoptères d'attaque K-52, lors d'une frappe de masse contre un aérodrome secret russe situé à Belgorod. Peut-être que la destruction précoce du Pantsir S-1S et des systèmes de guerre électronique dans cette région a rendu possible la frappe High Mobility Artillery Rocket System. Ajoutez-en un autre en Crimée. Le Mi-8, également connu sous le nom de code de l'OTAN HIP, est un hélicoptère polyvalent à 2 moteurs qui est piloté dans 49 pays à travers le monde. Il est principalement utilisé comme hélicoptère de transport capable de transporter jusqu'à 30 troupes. Il peut aussi servir d'hélicoptère d'évacuation médicale avec de l'espace pour 12 patients sur brancard. Il existe également une version d'attaque du Mi-8, surnommé le Mi-8 Télévision, qui est équipé de 6 supports d'armes externes capables de transporter des roquettes S-5 mortelles et non guidées. Le Mi-8 Télévision est également un hélicoptère anti-char efficace, lorsque ses supports sont chargés de missiles Scorpion Special Weapons and Tactics 9M 17P de Russie. Ajoutez plusieurs mitrailleuses de 7 points, 6, 2 mm au mélange, et vous obtenez un atout aérien très menaçant. Bien qu'il ne soit pas immédiatement clair quelle variante de ces Mi-8 a été éliminée, ce qui est clair est: l'attaque de la Crimée a été une autre grande victoire pour l'Ukraine. Et cette victoire est devenue encore plus grande après que l'attaque initiale a ouvert la voie à la 6e frappe de l'Ukraine, également en Crimée. Cette dernière attaque sur le bouclier aérien de la Russie a détruit 11 systèmes radars russes différents, ainsi qu'une paire de postes de commandement sur lesquels 2 autres radars dépendent, pour un total de 13 radars désactivés. Maintenant, les quelques systèmes de défense aérienne restants en Crimée sont effectivement aveuglés, ce qui rend incroyablement difficile de faire quoi que ce soit contre les objets volants bas, et moyens entrants comme les drones et les missiles de l'Ukraine. En 6 étapes, l'Ukraine a anéanti le précieux bouclier aérien russe. La question maintenant est simple, pourquoi ? Nous avons déjà nos réponses. En attaquant l'infrastructure énergétique ukrainienne peu après sa conversation avec Trump, malgré sa promesse d'un cessez-le-feu immédiat, Poutine a allumé un feu sous l'Ukraine. Zelensky a probablement vu venir cette promesse non tenue. Poutine a déjà rompu 25 accords de paix au cours des 10 dernières années seulement, prouvant que le dirigeant russe est un homme qui ne tient pas parole. Poutine négocie actuellement avec Trump les détails de l'infrastructure énergétique. Cessez-le-feu qu'il disait d'abord être immédiat. L'Ukraine profite du retard. Elle sait que Poutine n'achète que du temps jusqu'à ce qu'il pense pouvoir négocier des conditions plus favorables, en supposant qu'il accepte un quelconque cessez-le-feu en premier lieu. Poutine utilise ses tactiques habituelles pour prendre l'avantage. L'Ukraine a tiré parti de sa destruction du bouclier aérien de la Russie pour frapper l'infrastructure énergétique à travers le pays, et elle a frappé cette infrastructure durement. La base aérienne d'Engels, qui se trouve dans la région russe de Saratov, à l'est de la ville ukrainienne de Kharkiv, a été la première cible.
exploitant les failles créées dans la défense aérienne russe. Avec ces 6 frappes, l'Ukraine a lancé plus de 20 drones d'attaque sur la base aérienne, qui abrite plusieurs chasseurs et bombardiers russes. Poutine utilise des bombes planantes pour attaquer l'Ukraine. Ces bombes, qui sont des versions modifiées des bombes FAB, que la Russie a construites à l'époque soviétique, ont causé une dévastation généralisée en Ukraine. Maintenant, Poutine ne peut plus les lancer depuis Engels. L'attaque de drones ukrainiennes a provoqué de grandes explosions à la base, détruisant un dépôt de munitions probablement utilisé pour stocker des bombes planantes, des missiles de croisière et à longue portée que Poutine voulait utiliser pour frapper l'Ukraine. Ici, la stratégie de l'Ukraine est passée de l'offensive à la défense en éliminant Engels. L'Ukraine a restreint la capacité de Poutine à utiliser la base pour cibler son infrastructure énergétique, tandis que le leader russe a retardé l'acceptation des conditions du cessez-le-feu, qu'il a lui-même proposé. Et avec cette base hors de portée, l'Ukraine a tourné son attention vers l'industrie pétrolière de la Russie. Saratov était la cible immédiate. Avec Engels en désarroi, l'Ukraine a envoyé plusieurs drones Luty pour frapper une installation de pompage de pétrole dans la région russe. Ces drones sont fabriqués en Ukraine et peuvent parcourir jusqu'à 372 miles, idéal pour les assauts, à longue portée que l'Ukraine vient de rendre possible en éliminant le bouclier aérien de la Russie. L'Ukraine a déjà ciblé Saratov avec ses drones par le passé. Selon United 24 Media, la raffinerie de pétrole de la région a été touchée en novembre 2024. Cette fois, l'Ukraine a probablement envoyé la version améliorée du drone, capable de transporter une ogive de 75 kg, pour causer d'énormes dégâts. Des images géolocalisées de Saratov montrent que le drone a réussi à frapper une installation de pompage de pétrole à Saratov, démontrant le génie tactique de l'Ukraine. Ces drones, bien que grands, puissants et capables de voler loin, sont lents et faciles à cibler pour la défense aérienne russe. Le problème de Poutine est que ces systèmes n'existent plus sur le chemin. Les drones ukrainiens ont visé Saratov et détruit la base aérienne d'Engels, empêchant le dirigeant russe d'utiliser ces jets pour les abattre. D'autres attaques sur l'infrastructure énergétique russe ont suivi. L'Ukraine a utilisé des drones pour attaquer une station de compression de gaz à Tambov. Ce pipeline clé de Druzhba est utilisé par la Russie pour transporter du gaz vers l'Europe centrale. Malgré cela, l'Europe demeure le principal acheteur de gaz russe, représentant 39% des ventes de Poutine. Malgré les sanctions, ce pipeline a subi une attaque, causant probablement une énorme brèche dans les finances russes. Mais l'Ukraine n'en avait pas fini là. Avec ses attaques sur les systèmes de défense aérienne et les radars de la Russie en Crimée et à Zaporijia terminées, la porte était ouverte à d'autres frappes contre les raffineries de pétrole à Rostov et Krasnodar. Une autre raffinerie appartenant au géant russe Lukoil a aussi été touchée près de la gare de Tsarevtari à Volgograd. Cette gare est clé pour la poussée de Poutine en Ukraine de l'Est, car elle fournit des armes et du carburant aux troupes. Avec la raffinerie Lukoil en flammes, il y a maintenant moins de diesel et d'essence qui parviennent aux troupes russes sur les lignes de front. Les défenseurs ukrainiens du Donbass subissent moins de pression des soldats russes déchaînés. Enfin, l'Ukraine a tourné ses côtés vers Moscou. Après avoir neutralisé le bouclier aérien russe, elle a attaqué la centrale électrique centrale de chauffage et de production d'électricité, 16 de la ville. L'installation, qui fournit de l'électricité à plus d'1,5 million de résidents de Moscou, en plus de desservir de nombreux sites industriels de la ville, est partie en fumée. C'était une autre victime des attaques concertées de l'Ukraine sur l'infrastructure pétrolière et énergétique de la Russie. Alors, que signifie tout cela pour Poutine à l'avenir ? Lors de sa conversation avec Trump, Poutine a probablement eu l'impression de détenir toutes les cartes en promettant un cessez-le-feu de l'infrastructure énergétique. Après tout, ces attaques de missiles, de planeurs, de bombes et de drones sur l'Ukraine auraient causé plus de 14 milliards de dollars de dommages. Les Ukrainiens subissent de fréquentes coupures de courant. Ils croyaient pouvoir convaincre l'Ukraine d'accepter le cessez-le-feu, avant d'employer des tactiques dilatoires pour mener plus de frappes. La stratégie a réussi d'une certaine manière, Poutine ayant rompu le cessez-le-feu en quelques heures. Cependant, il n'avait pas prévu que l'Ukraine le devancerait de plusieurs longueurs. Zelensky savait que Poutine ne tiendrait pas parole. L'Ukraine a donc concentré ses attaques sur le bouclier aérien russe. Et dès que le premier cessez-le-feu a pris fin, l'Ukraine a lancé attaque après attaque, profitant des couloirs d'espace aérien sûrs. Elle avait précédemment traversé la Russie pour transmettre un message important à Vladimir. Nous pouvons frapper vos approvisionnements en pétrole et en gaz à tout moment. Maintenant, Poutine a un énorme problème entre les mains. Son bouclier aérien n'est qu'une fraction de ce qu'il était, l'Ukraine coûtant des milliards de dollars en défense aérienne perdus aux leaders russes.
Il observe ces raffineries de pétrole, gazoducs et autres infrastructures énergétiques russes partir en fumée. Cela représente des millions, voire des milliards, retirés de la bourse russe en constante baisse. L'Ukraine sait désormais qu'elle peut attaquer certains des principaux actifs énergétiques russes sans risque de représailles. Si Poutine investit dans de nouvelles défenses aériennes, s'il en reste, c'est encore mieux. Cela implique moins de protection pour les autres zones russes. De plus, l'Ukraine pourrait cibler à nouveau ces nouvelles défenses pour dégager des couloirs aériens encore plus sûrs. La Russie perd la bataille pour la suprématie aérienne. La question est maintenant de savoir si les frappes de l'Ukraine forceront Poutine à accepter un cessez-le-feu de l'infrastructure énergétique plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Partagez votre avis sur la réponse possible dans les commentaires, ainsi que vos réflexions sur les frappes réussies de l'Ukraine. La Russie va-t-elle réactiver son bouclier aérien? Verrons-nous plus de raffineries de pétrole russe détruites dans les prochaines semaines? Donnez-nous vos pensées, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos couvrant les tactiques militaires de l'Ukraine. Nous sommes un média indépendant dédié à la livraison des dernières nouvelles sur les conflits militaires à travers le monde, et nous apprécions beaucoup votre soutien.